Les buveurs d'océan par H.J. Magog. Chapitre 11. Le secret du Japon. Vider l'océan. D'abord, Jean était resté pétrifié. Il ferma les yeux, comme pris de vertige, devant le gouffre ouvert sous ses pas. Mais dès que le voile de ses paupières se fut interposé entre lui et le chantier colossal, il cessa de subir l'influence du spectacle. L'énormité de l'entreprise était telle qu'elle lui parut insensée. Il n'y vit plus que le rêve d'un cerveau malade et un scepticisme soudain le rasséréna. « Impossible !» railla-t-il en rouvrant les yeux. Et il sourit. Crever cette voûte épaisse qu'il apercevait au-dessus de sa tête et contre laquelle les destructeurs semblaient de microscopiques insectes, peut-être à la rigueur y réussirait-il. Une brèche de quelques mètres carrés s'y ouvrirait peut-être. Les explosifs pourraient faire cela. Même Jean admettait que la ruée des eaux l'agrandit. En mettant les choses au pis, quelques millions de mètres cubes se précipiteraient dans le gouffre, qui serait vite comblé. Il n'en pouvait aller autrement. Et que serait-ce après des milliards de mètres cubes que contient la cuvette océanique ? Le Pacifique ne se ressentirait même pas de cette saignée. Le petit Japonais l'observait et souriait ainsi. « Vous êtes incrédule, dit-il. Venez un peu voir l'homme qui a conçu cela. Il vous fournira des chiffres. Lui, et peut-être vous fera-t-il comprendre que rien n'est impossible au génie humain. » Au bout de la double chaîne d'une grue géante, une benne vide se balançait au-dessus d'un wagon de déblai. Le Japonais fit signe aux manœuvres de l'immobiliser. « Nous allons prendre place là-dedans, proposa-t-il. C'est un ascenseur peu confortable, mais assez pratique, qui nous enlèvera jusqu'aux échafaudages du chantier. » Ils s'assirent au fond de la benne, qui s'éleva dans les airs, tandis que chaînes et poulies grinçaient au-dessus de leurs têtes. Sous eux, le gouffre béant ouvrait mieux sa gueule terrifiante, et Jean, frappé de nouveau par les titanesques dimensions du chantier, eut l'impression d'être seulement une chose frêle, aux mains de forces inconnues, qu'il était téméraire à lui de prétendre apprécier. Alors le doute terrible s'empara de son esprit et il trembla. Cependant, comme un long bras métallique, la grue promenait la benne dans l'espace. Elle l'approcha d'un des échafaudages courant le long des parois de la carrière. Des ouvriers la saisirent et la maintinrent, tandis que Jean et son guide en sortaient. Ils avancèrent prudemment sur la plateforme de planches, évitant de regarder du côté de l'effroyable vide. À quelque distance, creusée dans le roc, s'ouvrait une logette assez spacieuse. Éclairée par des ampoules électriques, des hommes consultaient des épures étalées sur des tables. Entre elles, au milieu d'un groupe de Japonais déférents, un grand homme sec, vêtu d'un costume de sport, gesticulait. Il portait en bandoulière un revolver dans son étui et présentait le plus pur type yankee. Son menton s'allongeait d'une rude barbiche en pointe, et, dans son visage maigre et rasé, aux pommettes saillantes, 2 yeux fiévreux ne cessaient de fulgurer. « Voici l'un des bureaux de nos contremaîtres, et précisément le directeur technique de notre entreprise s'y trouve, en train de donner ses ordres, » annonça le guide. « Est-ce celui que vous appelez le maître ?» demanda Jean. Le Japonais sourit d'un air moqueur. « Non, mais prenez patience. Le maître ne tardera pas à se révéler à vous. Quant à cet Américain, le seul blanc qui se trouve ici à part vous, c'est le promoteur de notre œuvre. Un génie découvert par hasard et que le Japon, comme vous voyez, a su utiliser. » Il s'avança vers le Yankee. « Une visite, Mr. Big, » annonça-t-il. « Ce jeune Français dont je vous avais parlé. » Et, se tournant vers Jean, il présenta. « Monsieur Big, notre ingénieur qui, depuis 30 ans, s'est dévoué à son œuvre et n'a pas revu le soleil. »« L'électricité me suffit, » répondit le bizarre personnage. « Enchanté, monsieur. C'est une formule, vous savez, et il ne faudrait pas trop la prendre au pied de la lettre. Si le cœur vous en dit, échangeons une poignée de main. »« Ravi de vous connaître, » prononça Jean avec politesse. « Ainsi, vous voilà dans le guêpier, monsieur. La jeunesse est imprudente. » Le Japonais grimaça un sourire. « Monsieur Big aime à plaisanter, » intervint-il. « Monsieur d'Entrevaux ne regrette certainement pas d'avoir vu ce qu'il a vu. Il trouve notre monde réellement curieux. » « Et je l'admirerai encore plus sincèrement lorsque je serai dehors, » riposta le jeune diplomate. « Ah, voilà, ricana le Yankee.
Comme vous le dites, le principal serait de sortir d'ici. Au fond, c'est une illusion. Vous ne pourrez être mieux nulle part. N'est-ce pas? S'écria le Japonais. Monsieur Big est un fanatique de cet empire qu'il a créé. Et Monsieur d'Entrevaux est incrédule, Monsieur Big. Il nie que vous puissiez épuiser l'océan. L'ingénieur sourit. À première vue, répliqua-t-il, cela semble une rude tâche. Mais en l'examinant, ce n'est pas la mer à boire. Il rit à gorge déployée de sa plaisanterie, puis subitement redevint calme. Raisonnons, reprit-il froidement. Voici des chiffres. Approximativement, j'évalue la surface totale du fond des océans à 375 millions de kilomètres carrés. En prenant comme moyenne une profondeur de 4000 mètres, ce serait donc une masse de 1500 milliards de mètres cubes à loger à l'intérieur du globe. Mais la Terre n'est pas creuse, s'exclama Jean, déjà ahuri par cet énoncé de chiffres fantastiques. Du calme, recommanda M. Big. Théoriquement, elle ne l'est pas. C'est un noyau de terre et de roches, enfermant une pilule incandescente. Mais l'épaisseur du noyau ne cesse d'augmenter, tandis que la masse ignée diminue en se refroidissant. C'est précisément avec les contractions dues au refroidissement qu'il faut compter. Les matières refroidies occupent nécessairement moins de place que les matières en fusion. On peut donc conclure logiquement qu'il existe, dans les entrailles de la Terre, un certain nombre de poches et de fissures, dont quelques-unes atteignent probablement, disons même certainement, puisque l'existence des volcans en est la preuve, la marmite centrale. « Vous en avez vu une » interrompit le Japonais. « Ces poches et ces fissures, continua M. Big, constituent déjà d'assez jolis logements, disponibles pour une masse liquide, dont le volume, par rapport à celui du globe terrestre, équivaut à peu près à celui de la pelure par rapport à la mandarine. Or, il ne serait pas nécessaire d'enlever un grand nombre de quartiers d'une mandarine pour y loger sa peau, aussi comprimée que l'est la masse des eaux de mer. Encore faudrait-il que toutes les fissures communiquent, objecta Jean. D'accord, et réellement ce serait un travail que d'aller toutes les chercher pour les mettre en communication avec le fond des mers. Heureusement, nous n'avons pas besoin de cela. Supposons qu'un excédent d'eau salée ne puisse trouver place dans les chambres dont nous disposerons. Il suffira d'y adjoindre une bonne petite fissure rejoignant le fourneau central. Mais l'eau qui s'y engagera n'y parviendra que sous forme de vapeur. Mais cette vapeur, cela regarde les volcans, répondit M. Big en ricanant. Et ses yeux lancèrent un bizarre éclair. Ah, dame, reprit-il, cette perspective leur promet une jolie période d'activité. Mais ils doivent y être habitués. Les éruptions n'ont probablement pas d'autre cause que des infiltrations d'eau de mer. Celle-là sera de taille, et voilà tout. Les yeux étincelants de l'ingénieur semblaient fasciner le Japonais, qui riait plein de confiance. Pourtant, Jean d'Entrevaux croyait bien discerner dans ses yeux étranges une sorte de menace. « Revenons à notre problème, poursuivit M. Big. En somme, pour le résoudre théoriquement, il suffirait d'ouvrir un puits dans le sol sous-marin. Pratiquement à cause des profondeurs différentes, il en faudrait un sous chaque fosse. Cela aurait nécessité bien des chantiers. Nous y avons renoncé. Nous n'assécherons pas tous les océans. Nous nous contenterons d'en épuiser les 2/3 environ. Reste à escamoter 1 million de trillions de mètres cubes. Un simple jeu. Nous avons foré dans le sous-sol de l'île de Yezo 14 puits de descente, comme celui que vous avez vu. Ces 14 puits ont permis de creuser chacun 5 galeries, aboutissant à des chantiers analogues à celui-ci. Mes calculs sont solides et nous avançons avec une précision mathématique. Le jour où le travail sera suffisamment avancé partout, je presserai divers boutons et j'ouvrirai dans le sous-sol du Pacifique 70 trappes, par lesquelles il s'engouffrera, bientôt poursuivi par la majeure partie des eaux de ses congénères. Ce chantier-ci, dans lequel j'ai établi mon quartier général, est l'un des plus profonds, puisqu'il mine la fosse de Tuscarora, à un endroit où les abysses atteignent plus de 5500 mètres de fond. Évidemment, la fosse entière ne sera pas asséchée, puisqu'elle descend jusqu'à 8000 mètres, mais cela nous fera un petit lac de réserve. Il faut bien garder un peu d'eau pour les poissons. Et de nouveau l'étrange ingénieur éclata de rire. Puis comme j'en demeurais silencieux, il reprit. « Et savez-vous, monsieur, combien de temps je réclamerai pour ma petite opération ? 23 jours. Pas davantage, 23 jours, à partir de l'heure à laquelle j'aurai ouvert mes écluses. C'est du moins la théorie qui le dit.
Selon mes calculs, je disposerai de 70 conduits d'1 km² d'ouverture, qui engloutiront chacun en moyenne 632 milliards de mètres cubes par jour. Faites le compte et vous verrez qu'à eux tous, ils feront exactement 23 bouchées de mon million de trillions. Naturellement, il reste certains aléas qui pourront démentir mes prévisions. Je n'ai calculé qu'approximativement la quantité d'eau qui subsistera dans les cuvettes isolées. D'autre part, certains de mes conduits pourront être obstrués, en partie par les éboulis de terrain entraînés. Le débit s'en trouvera diminué, dans des proportions que je ne puis prévoir. Il se peut aussi que les eaux rongent les bords de mes puits et les élargissent, ce qui activerait l'écoulement. Mais plus ou moins vite, elles y passeront, et il faudra bien que l'océan montre le fond de son sac. Supposons-le, dit Jean, qui vacillait sous cette cataracte marine. Voici donc l'océan à sec. À quoi cela vous servira-t-il ? La parole est à monsieur, riposta le Yankee, d'un ton moqueur en désignant le Japonais. Celui-ci sourit. N'avez-vous pas deviné le but ? Répliqua-t-il. Je vous ai dit que là-haut les hommes manquaient d'espace. À d'autres que j'ai convaincus, j'ai rappelé cette cruelle loi de conquête, plus inéluctable que jamais en notre siècle de surproduction intense, où le travail se fait mécaniquement. Il y a trop de chômeurs et trop de gens qui meurent de faim. Il faut donc de nouveaux espaces à défricher et à coloniser pour y dégorger le trop-plein des terres surpeuplées. Il faut cela non seulement pour éviter les révolutions en occupant les bras et en jetant de nouveaux espoirs en pâture aux misérables, mais il le faut aussi pour que la fortune mondiale ne demeure pas stationnaire, stagnante. Elle commencerait à dépérir, croître sans cesse, et la loi impérieuse qui engendre les guerres entre peuples cherchant de nouveaux débouchés. Or, sans effusion de sang, mais des millions de vies ont déjà payé l'Holocauste, nous allons offrir au monde d'infinis espaces neufs, le sol des océans. Bientôt les peuples alliés, le Japon et l'Amérique, prévenus, s'y précipiteront les premiers et découvriront les immenses plateaux, les plaines sans fin, les vallées gigantesques, encore recouverts du mystérieux limon, duquel s'élançaient jadis les premières manifestations de la vie, nées au sein des eaux. Que des ferments actifs, que d'existence en puissance, que de germes prêts à s'adapter l'océan, en se retirant, n'y aurait-il pas laissé ? Et sous ce sol, que de mines nouvelles, que de trésors. Imaginez ces espaces fertilisés et colonisés. Imaginez l'essor de vie qui va les couvrir, alors que les hommes, fuyant l'entassement des continents étroits, viendront y respirer et y épanouir librement leurs ardeurs. Sur la terre, enfin, il y aura place pour tous. La figure du jeune resplendissait. Ses yeux brillaient d'un enthousiasme extraordinaire. On sentait que pour avoir trop longtemps caressé cette chimère, il l'avait faite sienne, au point d'en vivre totalement et exclusivement. Du moins Jean d'Entrevaux le crut, et il admira un instant l'intensité de cette foi, en même temps qu'il se sentait séduit par le caractère grandiose de l'entreprise. Il ignorait que l'âme de ce jeune était à multiples compartiments, comme hélas tant d'âmes humaines, et que le sublime y frôlait l'infâme. Sous ce crâne, de nobles pensées volaient, impatientes de trouver une issue, mais de vils désirs et d'abominables desseins y rampaient aussi, transformant en cloaque la cage cérébrale qui contenait un peu de ciel. L'exaltation du jeune Français dura peu. Ce ne fut qu'une flamme d'enthousiasme vite éteinte. Il revit aussitôt les masses sacrifiées et tous les pauvres êtres qui attendaient encore la mort, dans l'horreur de la géhenne étincelante. « Tous ne verront pas cela, soupira-t-il. Le regard du jeune jeta une lueur féroce. « Non, ricana-t-il. Beaucoup seront la rançon de la vie nouvelle. Il y aura des martyrs volontaires et involontaires. Si la croûte amincie ne crève pas inopinément sous le poids des eaux, il faudra des hommes pour provoquer l'explosion finale. Et ceux qui seront restés jusqu'à cette minute n'auront pas le temps de fuir. Avant que les trains aient pu les ramener vers le puits qui remonte au jour, l'océan emplira ce monde que nous avons creusé. Ce sera la revanche des eaux, arrachées de leur lit millénaire. La mort de ceux qui verront cela ne sera-t-elle pas épouvantable ? Elle sera atroce, murmura le jeune homme. Certains pourtant l'attendront sans sourciller. Ceux-là ont dévoué leur vie, ce sont des Japonais. Mais d'autres, gardés par eux, devront demeurer angoissés par l'approche de cette mort horrible. Que sera le supplice de ceux-là quand ils compteront les minutes, les secondes avant l'explosion ? Quand ils auront par avance les oreilles emplies du fracas des eaux crevant la voûte.
Infligerez-vous pareille torture à des êtres humains » s'exclama Jean, indigné. « Cela sera, » affirma le Japonais. « Certains qui sont désignés ne doivent plus sortir d'ici. Et parmi ceux-là, il en est qui ont laissé là-haut, sous le ciel d'azur, au soleil qui dort la vie, des êtres et celles des choses, des amis, des parents, de la tendresse et du bonheur. Il en est qu'attend une fiancée, Jean d'Entrevaux. » Le jeune homme tressaillit. « Une fiancée » répéta-t-il pétrifié par l'horreur. Il songeait à Susanna. Mais pourquoi le Japonais évoquait-il cette atrocité ? Ce ne pouvait être pour cela qu'on l'avait enlevé et amené dans cet enfer. Il n'était point au nombre de ces misérables condamnés. Implacables, les paroles terribles tombèrent des lèvres du jeune. « Que de larmes verseraient les beaux yeux de Susanna de Glandève si elle connaissait votre destinée, prononça-t-il. « Ma destinée » cria Jean éperdu et les yeux hagards. « Vous ne sortirez jamais du monde souterrain, Jean d'Entrevaux. » Un éblouissement fit chanceler le jeune homme. Ses mains pressèrent désespérément ses tempes. « Qui a dit cela ? Le maître ? Mais qui est ce maître barbare ? Pourquoi est-il mon ennemi ? Que lui ai-je fait ?»« Ce que tu lui as fait, » ricana faurestement le Japonais. « Tu vas tout comprendre, il suffit que je te dise son nom. » « Son nom ? Kasuga, l'homme qui voulait Susanna. » Jean rugit de fureur. « Où est-il » Les yeux du Japonais jetèrent une double flamme. Il fixa le jeune Français qui semblait défié de toute son attitude. « C'est moi. Toi !» Jean avait bondi, les mains ouvertes pour étrangler le monstre. Une douleur aiguë brisa son élan. Kasuga venait de l'immobiliser par une prise de jutsu. Aussitôt, sur un ordre bref qu'il cria, 6 Japonais se précipitèrent sur le jeune homme et le terrassèrent. Alors Kasuga recula d'un pas, et jetant une dernière fois à son rival la bravade de ses yeux, il déclara « Tu sais bien qu'on ne sort pas de la mine, et ma volonté est que tu ne quittes pas ce chantier. Sous cette réserve, tu seras libre d'y errer en attendant la mort. Songe-y jour et nuit, Jean d'Entrevaux. Elle est là, au-dessus de ta tête, et tu ne pourras y échapper. Adieu, je retourne à la surface du sol contempler le soleil et épouser ta fiancée. » Jean poussa un hurlement de fureur, et ses membres se convulsèrent effroyablement, mais les Japonais le maintenaient solidement. Impuissant, il suivit des yeux son cruel rival qui s'éloignait en ricanant. Quand Kasuga eut disparu, les Japonais lâchèrent Jean, qui resta sur place, prostré, incapable d'un effort, tout son être vidé d'espoir et d'énergie. Alors M. Big, qui avait contemplé cette scène d'un œil impassible, s'approcha de lui. « By God !» dit-il, « ce Kasuga est un méprisable coquin. Je lui aurais bien logé une balle dans la tête, mais à quoi bon ? Il n'échappera pas au sort commun. » Puis, saisissant la main de Jean, qui relevait vers lui ses yeux mornes, « Courage, garçon !» s'écria-t-il cordialement. « Tout cela n'a pas d'importance, puisque toute la terre sautera. »